Bien, bonjour à tous et merci au laboratoire Biotronic de cette invitation. Alors j'ai eu peur qu'on me demande de parler de tricot au début, mais finalement je me suis rassuré un petit peu quand j'ai vu qu'il s'agissait d'un symposium biotronique. Alors c'est vrai que l'évolution, on va aller dans le vif du sujet tout de suite, hein, c'est le stent. Le stent pour le traitement de la maladie coronaire. L'évolution du bare metal stent, ça a été d'une part une augmentation de la sécurité par l'utilisation de la double antiagrégation plaquettaire et puis ensuite une augmentation de l'efficacité par le changement du bare metal en drug-eluting stent qui a considérablement réduit la résténose. Mais il reste encore des écueils comme on vient de le voir. Alors l'étape suivante, c'est comment améliorer donc effectivement les drug-eluting stents et est-ce que l'affinement de la maille est une véritable évolution favorable pour les drug-eluting stents. En ce qui concerne les bare metal, si on reprend un tout petit peu l'historique des stents, vous savez que Castrati a très bien montré il y a longtemps maintenant, ça paraît un siècle, que l'affinement des mailles, si il n'était pas immédiatement optimal en termes de résultats de sténose angiographique par rapport aux mailles épaisses, eh bien à terme, on a une nette amélioration donc en termes donc de rosténose qui se traduit non seulement en termes de rosténose angiographique, mais vous voyez en termes de rosténose, en termes de TVR. C'est tout à fait probant donc d'affiner les mailles lorsqu'on parle de stent nu. On sait très bien que l'épaisseur des mailles est probablement directement corrélée au phénomène d'hyperinflammation, hein, qui est le phénomène de cicatrisation et d'hyperplasie. Ça a été très bien montré par Reno Vermani. Vous voyez donc sur cette diapositive, là, entre un BX Velocity et un driver, pour ne pas les nommer, vous voyez la différence de maille, vous voyez évidemment de l'hyperplasie intimale qui est absolument considérable dans un cas par rapport à l'autre, et notamment au niveau de la partie médiane du stent nu. Alors pour ça, pour améliorer le stent nu, on a évidemment complexifié un petit peu ces plateformes simples. On les a enduites d'un polymère, on a rajouté là-dessus donc des drogues. Vous voyez que finalement la maille, c'est qu'un des éléments du stent actif, parmi d'autres. Alors lorsqu'on regarde les stents de première génération, vous voyez qu'il y a beaucoup d'écueils, hein, on le sait, on les connaît maintenant. On pensait qu'il y avait... on avait trouvé donc la parade donc, à la rosténose, et bien on sait maintenant que ce sont des prothèses qui donnent des problèmes de cicatrisation tardive, des problèmes d'hyperinflammation aussi qui sont liés aux polymères durables. On avait des problèmes de thrombose tardive qui ont fait des problèmes de controverse il y a quelques années dans un grand congrès européen. Et puis finalement, on ne rendait pas la vasomotricité du vaisseau de manière correcte par rapport au groupe contrôle. L'affinement des mailles, ça a été donc progressif, et vous voyez qu'on a fait un grand chemin dans les 10 dernières années. On a réduit quasiment de moitié donc l'épaisseur des mailles. On est passé de 140 microns sur les stents historiques de première génération, des deux premiers stents, et on est aujourd'hui à 70 voire 60 microns là pour le stent qui nous intéresse d'ailleurs dans ce symposium. En modifiant également donc les alliages, on est passé de l'acier 316L au cobalt chromium et maintenant donc pour certaines plateformes au platinium chromium. Tout ça a un fondement absolument, je dirais, incontournable et tout à fait justifié quand on regarde les études de biomécanique et de rhéologie des flux. Vous voyez, quand on regarde le stent le plus bas en bas en termes d'épaisseur de maille et aujourd'hui en haut le BVS, vous voyez qu'on a une rhéologie qui est absolument très performante avec les stents de faible épaisseur, notamment également en termes, je dirais, de force de cisaillement. Donc il y a un intérêt véritable et une justification à la diminution de la taille des mailles des stents. Par contre, on sait très bien que si on affine les mailles, eh bien, on va avoir un phénomène de recoil qui va être beaucoup plus important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on utilise 3 aciers donc, qui sont absolument incontournables et qui, vous voyez, se partagent d'ailleurs le marché donc, des derniers stents, donc, que ce soit le cobalt chromium, le 316L ou le platinium chromium. Il est intéressant de regarder d'ailleurs l'évolution des alliages qu'on utilise donc, pour les stents. Et vous voyez donc, comme je vous l'ai dit, que le 316L, le cobalt chromium et le platinium chromium sont très efficaces en termes de résistance donc, aux forces de cassure et d'élongation qui sont biocompatibles. Et vous voyez qu'il y a un très faible recoil d'ailleurs avec ces matériaux. Et en l'occurrence, le platinium chromium est celui qui donne la meilleure visibilité pour les mailles fines. Par contre, si on regarde tout ce qui concerne les stents donc biorésorbables, donc au magnésium et au PLLA, vous voyez qu'on inverse complètement donc, les caractéristiques, c'est-à-dire qu'on a un recoil qui est très faible, c'est une résistance au recoil plus exactement qui est très faible.
On a une visibilité qui est quasi nulle, bon, ça on le sait, et on a une résistance à la corrosion qui effectivement est moins bonne, et c'est précisément ce qu'on demande aux stents biorésorbables. Voilà l'autre évolution pour moi qui me semble très importante, ce n'est pas l'affinement d'émail, mais c'est surtout le caractère biorésorbable du polymère, puisque si on regarde simplement l'affinement d'émail en comparant les stents de deuxième génération, vous voyez qu'il n'y a pas, comme pour les stents tenus, simplement en affinant l'émail, si on met une drogue qui est quasiment identique issue des limus, vous voyez qu'en termes d'événements cardiaques, on n'a pas de différence très significative. Même si on compare, comme c'est le cas pour l'étude Biosense, des mailles ultra fines comme celle de l'Orsiro avec des mailles fines, en comparaison donc Orsiro et Xience, vous voyez qu'on n'a pas de différence très significative sur les événements cliniques. Cette étude a atteint les critères de non-infériorité qui était le préalable à l'étude. Ce qui est véritablement, à mon sens, l'évolution dans les stents actifs, c'est surtout le caractère biorésorbable du polymère. Et vous voyez, quand on regarde, quand on poule les études, Stefanini a bien étudié ça en poulant les études ISAR, TEST 3, 4 et LEADERS, vous voyez qu'on a surtout une très nette amélioration en termes de thrombose très tardive, et c'est ça qui, à mon sens, est la véritable évolution donc, pour les stents actifs de dernière génération. Finalement, est-ce qu'il faut vraiment affiner l'émail? Alors oui. Oui, pourquoi? Parce que la première qualité, et ce que demande un cardiologue interventionnel, c'est la délivrabilité du stent. Il veut pouvoir effectivement mettre ses stents dans toutes les positions, si j'ose dire, dans n'importe quelle situation, notamment des lésions complexes. Et ça demande des prérequis qui sont la réduction des connecteurs, la modification de la forme des connecteurs, l'amincissement d'émail, on en parle, et les cellules ouvertes pour le refranchissement d'émail. Donc on ne va pas aborder tous ces sujets-là, mais vous allez voir quand même que l'évolution des stents en termes d'ouverture, de changement des cellules ouvertes vers la cellule fermée, de réduction des connecteurs, comme on a sur les stents de dernière génération, peut poser certains problèmes, notamment si on affine l'émail du stent. Vous voyez par exemple cette étude d'Ormiston qui est très intéressante et qui montre, lorsqu'on exerce une pression de 0,5 Newton, une pression verticale donc sur différentes stents, et vous voyez 6, 3, 2, 5 et 2, c'est le nombre de connecteurs qu'on a. Vous voyez qu'on a les stents de dernière génération avec moins de connecteurs et des mailles plus fines, une résistance plus faible à la pression, à une pression exercée de manière longitudinale. C'est ce qui a d'ailleurs donc poussé certains constructeurs à modifier un petit peu leur géométrie et surtout la connectique donc au niveau des premières portions, des premiers cercles, je dirais donc des mailles. Comme c'était le cas donc, dans le Promus premier, on a eu quelques problèmes de raccourcissement donc, de mailles, de stents. On a des problèmes avec ces mailles fines de distorsion longitudinale. Vous voyez, sur certains stents, et ça a été testé donc, sur banc d'essai, toujours par l'équipe d'Ormiston et par d'autres équipes, et qu'on étudie ça en microscanner, on a en post-dilatant ces stents à mailles fines et à connecteurs diminués, un raccourcissement des premières mailles qui peut aboutir donc à des véritables distorsions avec obstruction de la lumière interne et malaposition. On a connu également, et c'était le cas, donc je ne l'ai pas cité, mais enfin je l'ai cité plus exactement du stent Promus premier, des phénomènes de raccourcissement, des phénomènes d'accordéon des premières mailles de stent, surtout si on a notamment un télescopage un petit peu avec le cathéter guide qui vient s'intuber un petit peu trop profondément sur les premières mailles du stent. On a un phénomène d'accordéon. On peut avoir un phénomène de raccourcissement et finalement de malaposition également. Enfin, vous savez que si on diminue considérablement les mailles du stent, on fragilise les connecteurs et qu'on peut avoir dans certaines situations, notamment de post-dilatation ou de refranchissement de mailles, donc des cassures, des fractures donc, et abîmer donc, le coating qui devient évidemment donc, inefficace et qui finit par avoir un défaut d'application au niveau de la paroi interne de l'artère. Donc tout ça, ce sont des choses qu'on connaît et il faut savoir les dépister. Donc vous voyez donc, par exemple des choses qui ont été suspectées sur une scopie classique, et puis finalement c'est que le stent boost qui véritablement authentifie. Si on n'a pas suspecté ça, on peut tout à fait passer à côté avec ces mailles tellement fines que sur le plan radiologique, eh bien, c'est pas vraiment détecté, donc, et on a l'impression d'avoir fait une bonne procédure, et finalement on a un amas de cellules, de mailles, qui évidemment, comme vous pouvez le penser, à terme, ne sont pas très favorables aux patients. Alors l'autre écueil de réduire considérablement et de plus en plus les mailles, c'est finalement qu'on puisse les voir en scopie. Et vous voyez là ici tout un panel de stents, du stent le plus visible à celui qui est évidemment le moins visible, qui est le stent absorbe, enfin en tout cas le stent biorésorbable. Et vous voyez quand même qu'il est très important d'affiner les mailles, mais il est important de voir le stent qu'on pose pour savoir effectivement si on n'a pas laissé des mailles un peu raccourcies, des mailles superposées, mal apposées, etc. En l'occurrence ici, c'est le platinium chromium qui donne la meilleure visibilité, la meilleure radio-opacité lorsqu'on affine les mailles du stent.
Alors, on arrive au BVS, hein, c'est la dernière révolution. Alors, est-ce qu'il faut affiner les mailles du BVS? Pour l'instant, ce n'est pas du tout d'actualité. Vous voyez déjà la difficulté d'endothélialisation d'un stent biorésorbable. Vous voyez qu'à 28 jours, il y a une très très nette différence donc, de couverture des struts par rapport au stent de dernière génération. Et on l'a vu tout à l'heure, le magnésium et le PLLA ont un recoil très très important. Et donc, pour l'instant, on ne peut pas se permettre d'affiner de manière substantielle avec la même épaisseur que les stents actifs, les stents au BVS. Alors finalement, est-ce qu'il faut affiner les mailles? Donc je crois que l'intérêt est évident donc, dans les stents nus. Hein, on a vu en termes non seulement de résonance géographique, mais vraiment ça a un impact clinique évident, et ça c'est connu depuis de nombreuses années. Pour les stents actifs, l'intérêt ne me paraît pas aussi majeur sur le plan clinique, mais il est essentiellement technique. Je pense que pour le confort et la technique du cardiologue interventionnel en termes de délivrabilité, ce qui me semble être la grande révolution, moi, et la grande évolution pour les stents actifs de dernière génération, c'est surtout le caractère biorésorbable du polymère, donc qui a vraiment une incidence à très long terme sur la réduction des thromboses tardives. Il faut faire très attention avec ces nouveaux stents donc sur les questions de compression longitudinale, et faire très attention quand vous avez un nouveau stent actif à maille très fine sur la qualité de la connectique, si j'ose dire, des connecteurs, donc notamment sur les premiers cercles de votre stent, parce que ça peut être source de compression longitudinale, de distorsion, de fracture et évidemment de malaposition. On a eu plusieurs cas donc, dans une dernière réunion de malaposition, je dirais, de distorsion de stent après une post-dilatation. Donc faire très attention, donc, notamment au profil du ballon donc non compliant qu'on va utiliser, à être bien coaxial dans le stent qu'on redilate. On a vu des cas également de distorsion et de fracture, de traumatisme après utilisation d'un cathéter, donc d'imagerie intracoronaire, voire de cathéter de thromboaspiration, ou tout simplement le cathéter guide, comme vous l'avez vu, qui peut s'impacter et faire un effet accordéon sur les premières mailles du stent. L'imagerie doit être optimale parce que ces stents sont de plus en plus fins et on les voit de moins en moins. Donc il faut vraiment avoir une imagerie très très optimale. Et vous avez vu qu'avec le BVS, on est très loin encore d'avoir l'affinement, je dirais, et le raffinement des mailles de stent actifs, parce qu'on a des problèmes de recoil et on a également des problèmes de visibilité. Mais on en est vraiment au tout début pour les stents résorbables. Je vous remercie. Merci Ashok. Est-ce que vous avez des commentaires, des questions? Est-ce que la forme de la maille a un intérêt? Parce que tu as, sur les différents stents dont tu as montré, il y en a un seul qui est arrondi, les autres ont une forme de... Oui, je crois que les mailles plutôt rectangulaires et à coins plutôt arrondis ont effectivement sur le plan rhéologique et de la mécanique des fluides vraiment sont une grande amélioration par rapport aux mailles carrées. Ça, c'est clairement en termes rhéologiques et de mécanique des fluides beaucoup mieux. Il y a moins de force de cisaillement donc, dans l'artère. Et pour les lésions ostiales, est-ce que les lésions ostiales souvent plus fibreuses, les lésions ostiales où on veut véritablement bien voir le stent, parce qu'il y a le stent, mais il y a aussi nos salles qui délivrent de moins en moins de rayons, donc on voit avec de plus en plus de difficultés les stents. Et ces phénomènes de compression longitudinale avec le cathéter guide, est-ce que tu utilises encore des stents réputé épais simplement parce que la localisation est hostile? C'est une question qui se pose. Alors après, on peut discuter du caractère fin de la maille si on est sûr que ce stent a été testé en termes de recoil. Donc je crois que la finesse de la maille est importante, mais l'alliage qu'on utilise est très important aussi parce qu'on a vu qu'il y a des alliages qui ont des recoils supérieurs à d'autres. En l'occurrence, dans le domaine, le platinium-chromium semble quand même mieux en termes de recoil que le cobalt-chromium ou la C316L. Et en plus, le platinum, l'énorme avantage, c'est qu'il est radio-opaque. Hein. Absolument. Même pour une finesse de maille identique, c'est-à-dire très fine, à 70 microns, on le voit mieux que... En sachant qu'il faut que le platine soit à l'intérieur Oui, il ne faut pas qu'il soit à l'extérieur, puisqu'il est, lui, par contre, il génère de la rusténose de façon importante. Absolument. Donc il faut vraiment qu'il soit bien présent, mais à l'intérieur. Voilà. Donc ce sont des choses à prendre en considération quand on a à étudier et je dirais à prendre un stent à le valider quoi, dans son cas de lame. Alors il y a des questions, on va passer peut-être la parole à Charlotte. Merci. Charlotte, voilà.